Donc on va essayer de balayer en quoi consiste cet accompagnement à travers un certain nombre de questions. Alors tout d'abord, dans un parcours de formation, par rapport à ce qu'on a entendu aussi ce matin, le parcours de formation, souvent il y a eu tout un travail d'orientation avant, il y a eu tout un travail de réflexion sur le projet, et la personne arrive en formation avec un certain bagage de valeurs, de représentation, de projets, de rôle social déjà assumé, de compétences, savoir, sentiment d'efficacité, on pourrait en rajouter d'autres, mais voilà quelques éléments clés, et va ressortir avec ses rubriques, mais il va avoir coloré son portefeuille un peu de tous ces éléments à travers le parcours dans le dispositif. Et au CESI, on a souvent l'habitude de dire en fait on accompagne les gens vers une nouvelle identité professionnelle. Ça dépasse simplement l'acquisition de matière, de connaissances, mais il y a des changements beaucoup plus profonds qui s'opèrent et sur lesquels on reviendra dans l'après-midi. Alors, vers une nouvelle identité professionnelle, ça se fait grâce à un dispositif pédagogique. Je sais que le mot était discuté ce matin, mais là on est sur un dispositif pédagogique donc, de formation dans lequel donc, la personne à partir de laquelle la personne va être transformée. Qu'est-ce qu'on met dans ce dispositif qui me paraît caractéristique ou important de souligner qui va servir de base à l'accompagnement? Ce sont des situations de découverte et d'acquisition de connaissances de base. On engrange de la connaissance. On va avoir des situations de mise en œuvre d'abord élémentaires, comment on combine ces connaissances et comment on les rend opérationnelles dans des situations qui vont progressivement se complexifier et puis devenir de plus en plus proches de la situation professionnelle. Et puis dans notre parcours, on attache aussi de l'importance au projet de la personne après la formation, et donc on intègre aussi une dimension de projet professionnel, avec la préparation à la situation des recherches d'emploi et situations en emploi. En tout cas, ce sont toutes ces étapes-là, si on se met de la position de l'accompagné, il va passer un peu à travers ces grandes étapes pour évoluer et suivre sa transformation. Avec donc des lieux qui vont être l'école, l'entreprise et quelquefois d'autres lieux comme ça peut être le milieu associatif dans lequel aussi les compétences peuvent être acquises. Toutes ces grandes étapes vont donner lieu aussi à des situations d'évaluation qui vont être des moments où on va avoir l'accompagné va avoir un retour et peut-être des questionnements et des besoins aussi de retour sur lui. Alors, par rapport à ces étapes de fonctionnement, on évoquait ce matin la décision libre. Il y a tout un tas d'étapes aussi de décisions qui vont s'opérer, et c'est des éléments clés aussi qui peuvent être à accompagner. Des options, des équipes TP, des stages, projets, vie associative dans les situations plus élémentaires, des stages, projets, vie associative aussi dans les situations complexes. Il n'y a pas que ça, mais ce sont déjà des grands éléments qui se proposent dans le dispositif. Et puis toutes ces situations vont donner lieu à des comportements, à des résultats, à des expériences, à des retours d'expérience, et elles-mêmes vont donner lieu à des ressentis et des vécus. Et finalement, c'est tous ces éléments-là avec lesquels l'accompagné se transforme et avance, et avec laquelle l'accompagnateur va pouvoir jouer, jouer entre guillemets, mais va pouvoir composer pour aider l'accompagné. Donc je pense que c'est important dans les dispositifs d'avoir aussi une notion de quel va être le processus d'évolution de la personne pour pouvoir la suivre. Y compris donc avec des situations d'évaluation qui donnent lieu à des résultats qui vont aller jusqu'au diplôme, et ces résultats qui donnent lieu aussi éventuellement à de l'accompagnement. Alors, du coup, ça pose aussi la question qu'on a évoquée un peu ce matin, c'est quelle est la visée que l'on poursuit dans le cadre de l'accompagnement? À quoi on prête attention? Est-ce qu'on prête attention, en fait, est-ce que la priorité c'est de diplômer quelqu'un? Est-ce que c'est de lui faire acquérir une posture métier?
Est-ce que c'est qu'il trouve un emploi? Est-ce que c'est plus la personne, le développement personnel de la personne? Ça peut être tout en même temps, mais ça peut être aussi des combinaisons de l'un et de l'autre, et de voir comment donc, vont se jouer dans l'accompagnement un peu les priorités, les dosages par rapport à ça. Et selon les accompagnateurs, on voit bien qu'il n'y a pas tout à fait le même poids et le même cursus qui est donné. Alors, d'autres caractéristiques de la situation à accompagner. En formation, pour moi, ce qui est clair, c'est que c'est une durée limitée, au moins dans les formations dont on dispose. On a évoqué aussi ce matin cette importance de la durée. Dans les formations professionnalisantes, on a aussi un enjeu fort qui est l'équilibre à trouver entre l'école, l'entreprise et l'apprenant. Comment conjuguer les particularités de ces trois acteurs et les enjeux de ces trois acteurs. Alors, on parlait ce matin du contexte qui poussait à l'individualisation. Si l'alternance est une modalité pédagogique que l'on choisit, derrière découle le parcours de formation lui-même en entreprise est spécifique à chaque individu. Et donc à un moment donné, il va falloir arriver à coordonner la particularité de l'individu dans son parcours en entreprise avec la globalité du parcours et les enjeux du parcours, et l'accompagnant est souvent à l'intersection justement entre les besoins de l'entreprise, le cadre de formation et quand ce sont des formations, toute la prescription qui est donnée par le commanditaire, l'institution, et puis le parcours donc, de l'apprenant et le projet de la personne. Alors, si on essaie de se mettre maintenant du côté de l'accompagné, lui, dans son parcours et dans son entretien d'accompagnement, finalement, à quels enjeux est-il confronté et qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il vise à faire? Dans un premier temps, je pense qu'il essaie de comprendre un peu quel est le cadre dans lequel il se trouve, quelles sont les attentes. Ça va être un élément déjà de sécurité, de se rassurer et d'aider à comprendre où sont les enjeux et comment fonctionne le dispositif. C'est en tout cas flagrant chez les entretiens, le premier entretien dans les parcours, la réponse qui est donnée par l'accompagnant, on voit qu'on passe beaucoup de temps sur la partie cadre du dispositif, expliquer comment ça se passe le cursus. Ensuite, il va avoir aussi dans tout son parcours, à un moment donné, un aspect à convaincre de ses capacités à suivre le cursus. Et il va être aussi dans des stratégies de démontrer ses capacités. Pour ce qui nous concerne, le formateur dans l'entretien ne porte pas d'évaluation directement, mais il est souvent dans des rôles de pilotage aussi de dispositifs. Et donc il va aussi avoir des enjeux associés à l'évaluation à un moment donné, indirectement. Et en tout cas, il y a une dimension qui reste de convaincre dans une certaine mesure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transparence, mais il peut y avoir quand même un peu cette préoccupation-là, au moins dans les premiers entretiens aussi. Acquérir des connaissances et savoir-faire, mobiliser ses connaissances et savoir-faire, donc ça va être son travail après tout au long du dispositif. Trouver et choisir des situations de développement, projet, stage, mission, appréhender les situations du métier, découvrir et assumer une posture, et puis construire son projet professionnel, convaincre de ses compétences, assurer de la cohérence avec les autres pans de sa vie, puisque quelquefois aussi, il va y avoir aussi des enjeux de poursuite d'études, des enjeux de choix de métier, des fonctions d'ingénieur, il y en a vraiment des grandes variétés. Donc au sein du parcours, se pose à nouveau des questions de quel type d'entreprise je vais travailler, dans quel type de fonction, avec quel type de responsabilité. Et donc tous ces questionnements-là font partie des éléments qui vont être traités dans les entretiens. Et puis une remise en cause aussi qui va devoir s'opérer. Alors, pourquoi accompagner? On a évoqué ce matin, et je le reprends là, c'est bien sûr retraiter des particularités. Je l'ai évoqué au niveau de l'alternance. La personne qui se trouve dans un grand groupe et celle qui est dans une PME ne va pas forcément, même avec le même programme de formation, ne va pas forcément le décliner de la même façon sur le terrain. Comment ça s'adapte par rapport aux objectifs de formation, comment on le prend en compte. Ce sont des éléments qui vont être clés.
On a besoin aussi d'assurer la cohérence avec les acteurs, expliquer et guider l'accompagné dans son relation avec le tuteur, dans sa relation avec les autres formateurs, avec l'organisme, avec l'entreprise d'une façon plus générale. L'accompagnateur va être aussi le garant à l'égard des apprenants de l'institution de ce qui se passe. On évoquait tout à l'heure le cas des... dans la vidéo, on voyait l'accompagnement qui est un facteur de sécurisation, qui va être un élément qui va aider à mieux comprendre, à mieux se sécuriser. L'accompagnateur, son rôle, c'est justement d'apporter cette sécurisation et d'être le garant de comment fonctionne le dispositif, qu'est-ce que je vais apporter et comment le faire. Être une présence humaine auprès de la personne en fragilité, on y reviendra plus tard, la formation donc, transforme la personne, et dans cette transformation, il y a aussi des fragilités. Être simplement un vis-à-vis humain qui dit oui, je suis à tes côtés et je t'accompagne dans cette transformation que tu es en train de faire dans la société humaine. Je pense que juste cette présence-là est un élément important. Être un repère par l'expérience et je pense que l'accompagnateur a cette particularité qu'à force, certes il n'y a pas de principe ou peut-être de formation à l'accompagnement, mais à force de voir des accompagnés, progressivement il capitalise l'expérience des accompagnés. Et à un moment donné, il est aussi porteur de toute l'expérience des gens qu'il a rencontrés et de toutes les trajectoires qu'il a remportées. Et à ce titre, il va pouvoir aussi apporter des repères, apporter des éléments. Il est là aussi pour optimiser le parcours. Je crois vraiment que l'accompagnement, c'est aussi un outil puisque ça sécurise, puisque ça apporte des repères, ça va être aussi un levier et une optimisation du parcours. Si je regarde de notre côté, on a à peu près sur une formation d'ingénieur de 3 ans, on n'a que 6 entretiens formels, individuels, à raison de 45 minutes, 1 heure d'entretien. C'est-à-dire c'est 6 heures sur 3 ans, ça pèse pas forcément très lourd en termes de temps. Et pourtant, je pense que c'est un levier énorme, parce que derrière, ce sont si reprendre les mots de ce matin aussi, des points de bascule qui vont s'opérer beaucoup plus vite. C'est des orientations, c'est des aiguillages qui se prennent ou ne se prennent pas. Et ça va être un levier vraiment essentiel. Alors, quelles sont les thématiques qui sont abordées dans les entretiens, typiquement au moment des entretiens d'accompagnement? Donc on retrouve les évaluations d'entrée et de sortie. On passe toujours un temps sur l'acquisition des connaissances, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez acquis, et souvent l'attention va être portée d'autant plus finement que la personne a un parcours un parcours d'entrée qui peut lui apporter des points de fragilité. Je pense par exemple dans la formation, on a des personnes qui arrivent à de différents parcours. On recrute en formation d'ingénieur, par exemple, des gens qui ont des BTS, des DUT, donc ils vont avoir chacun des spécialités. Entrée en formation, ils vont avoir un tronc commun d'homogénéisation de leurs connaissances pour avancer après sur le programme proprement dit de la formation d'ingénieur. Ce temps d'appropriation, de mise à niveau est souvent un temps aussi de fragilité pour ceux qui n'ont pas vu une matière et qui doivent rattraper un certain retard sur une matière donnée. L'accompagnement va être le temps pour vérifier avec eux que de fait, ça se passe bien de ce côté-là, que leurs notes sont bonnes et qu'eux n'éprouvent pas de difficultés particulières sur le sujet. On va passer en revue les temps en entreprise, puisque ce sont les temps qui échappent souvent à l'organisme de formation. C'est donc souvent important de passer un moment, savoir comment se passe l'intégration en entreprise, comment se déroulent les missions en entreprise, les relations avec les collègues, et quelles sont les qualités de ces relations et des missions qui sont proposées. Passe toujours aussi un temps sur le projet professionnel. Alors en début de formation, on ne va pas être tout à fait sur les mêmes questions qu'à la fin de la formation. Début de formation, on va plutôt être à poser le cadre et voir quelles sont un peu les idées de projet professionnel. À mi-parcours, on va commencer à poser le questionnement de façon très, très serrée. Et puis en fin de parcours, on va plutôt être évalué si
la trajectoire est prise et si le chemin est tracé ou s'il reste encore quelques difficultés à lever avant la fin de formation. Le changement de posture, donc on y reviendra un peu plus longuement, mais c'est le fait de comprendre et d'adopter les rôles sociaux exigés par le métier, hein, et comment cette compréhension s'effectue et est-ce qu'elle s'effectue effectivement ou est-ce qu'il faut l'accompagner. Parfois, alors c'est pas forcément dans le cadre du contrat de formation, mais de temps en temps on arrive un peu à bordurer le lien avec le projet de vie, puisque le choix d'une fonction, d'un métier va avoir des impacts aussi sur les autres pans de la vie, donc il peut arriver des questionnements à ce niveau. Et dans ces éléments-là, si on regarde quels sont... Donc, là, on a vu un peu les grands thèmes qui sont balayés de façon récurrente, au moins de notre côté, dans pratiquement tous les dispositifs d'accompagnement. À travers ces grands thèmes qui touchent donc à la fois le cursus et le projet de la personne, à quoi prête attention l'accompagnateur et sur quoi va-t-il se focaliser? Alors typiquement, il va se focaliser sur les points de différenciation et de prise de décision. Un exemple, on a quelques personnes qui rentrent dans notre dispositif de formation en sortant de classe préparatoire. Quand ils sortent de classe préparatoire, en général, ils n'ont pas la même expérience et le même recul sur l'entreprise que les gens qui ont déjà fait un BTS ou un DUT, qui ont déjà fait quelques stages et parcours en entreprise et qui maîtrisent déjà l'environnement un peu professionnel. Du coup, c'est un point de différenciation dans la trajectoire des personnes. Et ça va être un point systématiquement qui va être observé, décortiqué au moment de l'entretien, en demandant comment ça se passe, est-ce que tu éprouves des difficultés ou pas, et donc on va regarder ces aspects-là. Prise de décision, on y reviendra également tout à l'heure, on l'a déjà aussi évoqué un peu ce matin. On est bien sûr sur le sens et les objectifs, hein, quelle est la dynamique dans laquelle s'inscrit la personne, pourquoi elle a à faire telle ou telle chose. Dans les formations en alternance, on a souvent des personnes qui disent ce module-là, j'ai une mauvaise note, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça ne sert pas dans l'entreprise. Et donc, on n'en a pas besoin. Ok, il n'y en a peut-être pas besoin pour, disons, au bout de quelques mois de formation, tu n'en as peut-être pas encore eu besoin, ou peut-être que tu n'en auras pas besoin dans ce poste-là, mais on essaie de te préparer à une vision plus globale et à différents postes et différentes structures. Et donc là, on est à redonner du sens un peu aux enseignements ou à redonner du sens à des situations professionnelles, mais ce sont des points aussi qui remontent régulièrement. Alors, il y a le traitement des écarts manifestes sur objectif ou sur vécu. Hein, les écarts sur objectif, quelqu'un qui a régulièrement des mauvaises notes, on va essayer de comprendre pourquoi et comment ça se passe. Sur le vécu, quand on voit que quelqu'un déprime, n'a plus du tout la pêche, ou il y a quelque chose qui se passe, dans l'entretien aussi, ça va être un moment souvent pour sans faire de l'intrusion et en respectant la personne, quand même prendre souci, de manifester un souci de ces éléments-là. On va avoir des retours sur l'action. L'avantage dans les dispositifs en alternance, c'est qu'on a quand même régulièrement des retours par rapport au vécu en entreprise. Et puis dans notre façon de travailler au CESI, on est quand même très proche, je pense, des étudiants. On partage les mêmes locaux et on a des bureaux assez accessibles. Et souvent on anime dans les formations, donc on voit nos étudiants ou apprentis en action dans les différents modules de formation, ce qui permet de faire des retours concrets sur des choses qui ont été observées. Alors les phases importantes de l'accompagnement aussi en complément de ce que je viens de dire, il y a bien sûr les phases de lancement, alors le lancement de la formation, mais quelquefois c'est des lancements intermédiaires sur un projet, c'est les éléments de cadrage. Alors ça se fait soit à l'occasion du lancement de ce projet, soit ça se fait dans l'entretien, mais souvent dans l'entretien on va vérifier, on va valider que les consignes collectives ont bien été comprises et appropriées au niveau individuel et de voir quelle peut être la déclinaison individuelle qui en est faite. Des points intermédiaires, des points de décision, des évaluations, et puis la reconnaissance de la personne, ça a été aussi, ça faisait partie des points qui ont été de témoignage ce matin, l'importance d'être aussi à côté de la personne et de reconnaître, de valoriser son travail
et son chemin. Alors, ça veut dire en fait ces phases de lancement et de fin en termes d'entretien. Si je regarde très souvent, ce qui est clair, c'est qu'il y a besoin d'un entretien en démarrage de dispositif, parce qu'il faut donner le cadre et puis voir où en est la personne, quelles peuvent être ses difficultés. On fixe des objectifs après sur la suite. Et puis les entretiens qui vont suivre, qui peuvent être plus ou moins nombreux, vont régulièrement reprendre les objectifs passés, là où on en est, comment ça évolue, plus intégrer le dispositif de formation avec toutes les étapes du parcours de formation. Et puis donc passer en revue les risques et fragilités éventuellement de la personne, alors à la fois de la personne dans sa trajectoire d'accompagner. On peut savoir par exemple quelqu'un qui va changer de tuteur dans une entreprise, on va savoir qu'il peut y avoir une période un peu délicate en termes de continuité des missions, en termes de relations. Et puis on sait aussi à travers le dispositif qu'il y a des moments clés, et il y a des moments qui vont être un peu des étapes charnières qui peuvent être difficiles. Et l'expérience du dispositif va nous faire prêter une attention particulière à telle ou telle situation de la formation. Alors si on croise la trajectoire de l'individu, son profil et la situation, souvent avec les deux éléments, l'accompagnateur dispose d'un double regard qui va déclencher ces alertes et lui faire prêter plus ou moins attention à ces étapes-là. La gestion du temps, comme on est dans un dispositif de durée déterminée, l'accompagnement a une durée déterminée, et on a un objectif de diplôme avec une évolution dans le temps imparti. Donc la gestion du temps est un élément clé aussi de l'accompagnement et du savoir-faire de l'accompagnateur. On est capable de juger si l'évolution est satisfaisante à cette étape-là du parcours ou pas. Est-ce qu'il va avoir le temps ou pas d'évoluer? Alors on est toujours dans de l'estimation, hein, les choses ne sont jamais figées. Mais l'intuition de l'accompagnateur et son questionnement, ça va être de se dire, est-ce que la personne va pouvoir évoluer assez vite ou pas? Est-ce qu'elle est dans les clous à cette étape-là? Est-ce qu'il y a des écarts? Comment on peut l'aider à avancer? Alors, quelques exemples de décisions. Les missions, les projets, le choix d'un sujet, des choses importantes aussi dans la constitution d'une équipe, d'un budget quand les personnes travaillent sur des projets associatifs qui vont être quelquefois soutenus par l'école, et puis des choix de résultats obtenus. Je ne sais pas ce que j'ai voulu mettre par résultat obtenu, mais voilà. Alors le traitement des écarts aussi, quelques écarts type pas au sens statistique, mais qu'on retrouve facilement. Donc il y a tout traitement des absences, des contraintes spécifiques, les mauvaises relations avec un tuteur, ça c'est un élément qui n'est pas, disons, tout le monde n'y est pas confronté, mais ça revient sur des promotions, ça revient régulièrement, et donc on va avoir à comprendre quel est le vrai du faux dans ce qui est dit, comprendre un peu les positions, les enjeux, et puis traiter la question. La mission confiée qui n'est pas cohérente avec les objectifs de la formation, donc ça c'est aussi un élément qui est un élément clé. Et quand je parlais tout à l'heure de la position de l'accompagnateur comme régulateur un peu et dans la tension entre l'entreprise, l'école, l'accompagné, on le retrouve typiquement là dans le choix des missions, c'est un élément clé, puisque une mission qui ne correspond pas aux objectifs pédagogiques ne va pas permettre d'atteindre les diplômes. À l'inverse, l'entreprise elle a aussi des missions qui professionnellement peuvent être intéressantes. C'est pas forcément de sous-estimer la qualité de ce qui est fait de l'entreprise, mais ça ne va pas forcément non plus se conjuguer aussi en termes de temps. Donc ce sont des éléments sur lesquels il va falloir jouer. Des éléments de démotivation quelquefois de l'apprenant, des opportunités à réguler. Alors c'est typique aussi des relations avec l'entreprise, hein, quand il y a un déplacement professionnel important pendant une journée de formation, ou quand il y a je pense des gens qui travaillent dans la qualité, quand il y a un audit de qualité le jour d'un cours, il y a souvent des demandes d'absence, parce que c'est vraiment un événement important. En plus, on a besoin de la présence et des compétences de l'accompagner quand il est déjà un petit peu avancé dans son projet. Et puis en même temps, du côté de l'organisme de formation, on souhaite que les gens soient présents, on ne peut pas ouvrir
les absences à tout va, et avec des problématiques aussi de financement à la clé. Enfin bref, on est sur ces tensions à tenir. Il y a aussi le traitement des résultats, alors un peu aux extrêmes. Dans le ventre mou, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Par contre, aux extrêmes, c'est là que va se mettre vraiment en œuvre toute l'action de l'accompagnateur à travers les mauvais résultats ou des résultats exceptionnels et là on rentre en jeu de comment exploiter le potentiel de la personne, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour qu'elle développe au mieux son potentiel. Et dans ces éléments exceptionnels, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme parcours éventuellement, ou comme éléments spécifiques qui vont lui permettre d'aller un peu plus loin. Et en parallèle, éviter qu'elle se démotive éventuellement aussi. On peut regarder les choses des deux côtés, du côté développement personnel, ambition pour la personne, et on essaye de lui permettre de développer au maximum son potentiel. Puis à l'inverse, il y a le côté risque de démotivation dont on veut aussi se prémunir. Un autre élément clé, c'est souvent les points en termes d'écart, les points quand on voit des personnes qui ne sont pas en cohérence entre leurs propos et leurs actes. Donc là, ça va souvent être les petites sonnettes d'alarme de l'accompagnateur. Et puis des gens qui ne se confrontent pas assez à la réalité. Je crois que parmi les grandes clés que je vois dans toutes les pratiques des confrères, c'est vraiment va sur le terrain, va voir comment fait tel professionnel, va te renseigner sur tel élément. On a des publics qui ont sûrement cette capacité quand même à aller à la rencontre d'autres, mais il faut les pousser et les pousser à aller se confronter au réel et à avoir des avis. Va demander à un ingénieur production quel est son quotidien et va te rendre compte de ce que c'est pour pouvoir avancer. Parce que sinon on a c'est des éléments moi, qui me frappent à l'inverse. Une anecdote peut-être pour dire comme les parcours peuvent être différents. Je me souviens de 2 entretiens consécutifs. La première personne que je vois me dit « Moi, j'ai envie d'être ingénieur production ». Et je lui demande pourquoi être ingénieur production, en quoi ça t'intéresse. Ça change tout le temps, il y a de la variété, c'est très bien. Et la deuxième personne qui arrive, je lui demande ce qu'elle veut faire, et elle me dit surtout pas ingénieur production. Alors je lui demande pourquoi. Parce que c'est toujours la même chose, c'est répétitif, et on s'ennuie. Et donc, en fait, voilà, ça montre quand même que c'est bien selon les critères des personnes, et chacun va trouver dans des situations des choses différentes, et que l'accompagnateur doit prendre aussi en compte cette variété de points de vue. Alors peut-être qu'il peut creuser maintenant aussi la question en disant mais combien d'ingénieurs production tu as rencontré, ou dans combien de postes tu t'es mis en situation, et est-ce que tu peux généraliser le point de vue ou pas. Il y a d'autres questionnements qui peuvent venir après en parallèle. Peut-être un mot sur qui accompagne, parce que quand je regarde l'accompagnement, il se fait dans toutes les fonctions et dans toutes les personnes. Alors l'accompagnateur a le rôle d'accompagnement, il y a un temps qui est posé et autres, mais de fait, dans tous les rôles, les personnes qui sont plus sur la fonction commerciale ou d'orientation par rapport au dispositif vont accompagner les gens pour leur expliquer quels sont les avantages et les inconvénients, les prérequis d'un dispositif, quels sont les débouchés qu'ils vont pouvoir avoir. La fonction administrative joue un rôle aussi important. Les secrétaires administratifs, souvent, d'une part, une fois que l'environnement administratif est sécurisé, c'est la sécurité pour évoluer après sur les autres questions d'information. Et puis souvent, les secrétaires vont aussi apporter le lien et transmettre l'information et se faire un peu des intermédiaires dans des situations soit difficiles ou d'alerte. La logistique, bien sûr, puisqu'il faut que tout soit en place pour que ça puisse fonctionner. La pédagogie, de la même façon. Alors, si on reprend les différents points que j'ai évoqués, on a des situations, on a des objectifs, des motivations, il y a des situations, il y a des moments clés dans la formation, dans l'accompagnement. Que fait l'accompagnateur dans ces différentes étapes? Je pense qu'il a, d'une certaine façon, il garantit le chemin. C'est quelqu'un qui est là et qui connaît le chemin, qui connaît le passage dans lequel doit faire l'accompagné. Et donc,
l'accompagnateur va garantir le chemin. Il va aussi tout simplement reconnaître la personne. Et on parlait de motivation, on parlait de... ok, on entend l'organisme par ma présence, entend et comprend la difficulté dans laquelle tu es ou la réussite dans laquelle tu es. Et on reconnaît et on joue l'altérité pour l'accompagner aussi dans ce qu'il est et dans son chemin. Souvent dans l'accompagnement, donc on va aussi reproposer du sens, j'évoquais tout à l'heure, par rapport au métier, par rapport à ton objectif de formation, par rapport au fait que tu t'es engagé dans telle formation. Cette étape-là, elle rentre dans ce cadre-là et elle va présenter tel intérêt, telle valeur ajoutée pour tes objectifs. Quelquefois, c'est aussi ouvrir des horizons, puisque les gens ont souvent partent sur des idées très arrêtées ou étroites, et l'accompagnateur va souvent jouer un rôle de « et si tu faisais » et « si est-ce que tu as pensé à » et ouvrir des horizons nouveaux. Conseiller sur les moyens. Bon, à certains moments, ça ne veut pas dire prendre la décision à la place, ou ça ne veut pas dire tracer le chemin pour l'accompagner, mais ça peut être quelquefois aussi dire bon, est-ce que tu as pensé à telle chose, ou dans telle situation, il y a tel accompagné ou tel collègue, s'en est sorti de telle façon. Tu pourrais peut-être tester, essayer cette méthode. Situer la personne au sens de donner un retour, dire oui, ok, ta progression est bonne, non, ta progression sur tel domaine laisse à désirer et il va falloir avancer. Et je rejoins tout à fait les propos qui étaient tenus ce matin en termes d'honnêteté, de transparence, de langage vrai. L'accompagnement, c'est aussi un moment de vérité, mais de vérité bienveillante pour permettre d'avancer. Et cette vérité est nécessaire à la sécurité derrière des processus en jeu. Relié aux motivations, on rejoint un peu proposer du sens, mais de relier la personne à ses motivations, à pourquoi elle est là et ce qu'elle a envie de faire et pourquoi ce qui lui est proposé va l'aider en cela. Et puis une activité un peu transverse qui est de coordonner ces différents processus. C'est souvent ce que l'on oublie dans les référentiels de compétences. On a tendance à tronçonner un peu tous les morceaux et on oublie souvent ce qui relie les morceaux. C'est le risque un peu de la modularisation, à faire plein de modules. On oublie quelquefois le chapeau qui permet de mettre en œuvre et d'orchestrer les différents modules entre eux pour les mettre en œuvre dans une situation professionnelle. Alors bien sûr, le process de base, je pense, de l'accompagnateur, c'est s'informer, évaluer, diagnostiquer. On peut prendre différents mots, mais on est autour d'acquérir de l'information, poser un diagnostic. Partant du diagnostic, rentrer sur une démarche un peu de plan d'action en termes d'accompagnateur qui va essayer de proposer à l'accompagné de s'engager dans une action qu'il choisira. Mais si on veut que ça débouche, il faut aussi qu'il y ait des actions qui se mettent en œuvre. Et donc par rapport au diagnostic, à ce qui a été posé, proposer à l'accompagné un chemin, enfin au moins de prendre des décisions pour aller dans un chemin de vie. Dans l'accompagnement, dans l'entretien d'accompagnement, c'est rare que la décision se prenne à ce moment-là, proprement dit, si ce n'est qu'on peut s'engager sur des plans d'action. Mais c'est aussi la particularité de l'entretien, c'est que en fait, c'est un petit temps sur la vie de la personne qui va engager la personne, mais après ça échappe à l'accompagnateur et c'est l'affaire de la personne. Donc on est vraiment sur un temps spécifique et un peu atypique au sens où l'accompagnateur n'a pas la main. On va décider de mettre en œuvre des choses, proposer de la mise en œuvre de choses, mais en règle générale, ça va être un levier pour que la personne puisse avancer plus vite et plus efficacement dans son chemin.